essayer de donner quelques éléments simples sur des choses qui, en fait, peuvent être assez complexes. L'idée, alors pour revenir sur ces schémas, ces voies de connaissance, euh, ça part d'un constat en réalité qui est assez simple, qui est le fait qu'on vit dans, qu'il y a quatre piliers en fait qui soutiennent notre réalité ordinaire. Alors le premier pilier, bien sûr, c'est la substance. On vit dans un monde de matière, hein, de substance. On pourrait positionner en face de la substance l'information. Alors l'information, on n'aura pas trop le détailler, mais l'information est liée à la géométrie en fait, est liée à la forme. Par exemple, si on met des atomes dans une boîte et qu'un génie rentre dans la boîte et est capable de les orienter tous dans la même direction, ben ça fait exploser la boîte. Ça s'appelle la pression. Donc, on voit bien que c'est l'orientation de l'atome, en fait, ce qu'on appelle son spin en physique, qui va, euh, qui va donner l'information explosion de la boîte. De même, par exemple, certaines molécules, comme la pénicilline, vont, de par leur forme, elles vont rentrer dans l'ADN ou l'ARN de la bactérie et empêcher la réplication, donc donner le message mort. Donc, on voit que, au fond, l'information est très liée à la forme. Et donc, on a un premier axe substance-information, et puis on a un deuxième axe qu'on connaît bien, qui est le jeu et la relation, c'est-à-dire qui est l'identité autonome. Mais l'identité autonome a besoin de la relation pour se renouveler en permanence. Donc, de même en physique d'ailleurs, on parle non pas d'ondes ni de particules, mais on parle d'ondicules, c'est-à-dire une particule est à la fois un élément autonome qu'on appelle une particule, mais c'est aussi une onde. Hein, la lumière, elle est à la fois photon et onde lumineuse. Donc, dans notre univers à nous, on a ces quatre piliers en réalité. On a le pilier de la substance, le pilier de l'information. Donc, on a un axe et on a un deuxième axe qu'on peut dessiner horizontalement, l'identité et puis la relation. Donc, ces quatre piliers, au fond, permettent d'organiser notre réalité en quatre quadrants, quatre grandes parties. Donc, le premier quadrant qui part de l'identité et qui s'occupe des substances, ça c'est la science, parce on est dans le monde de la séparation, on est dans le monde de la matière, on s'intéresse à comprendre comment fonctionnent des identités de matière. Le deuxième quadrant, alors là, on est bien sûr dans la connaissance au sens du connaître de nos sens, hein, et les instruments techniques qu'on a développés ne sont en réalité que des prolongations de nos sens. Donc tout le schéma, cette logique du premier quadrant, c'est une logique scientifique. On va y associer le libéralisme, on va y associer bien sûr Sartre du point de vue philosophique. On est dans cette logique, c'est des entités substantielles, matérielles qui on considère notre réalité comme emplie d'identités matérielles qui sont posées là et qui interagissent les unes avec les autres. Après, on va rentrer dans le deuxième quadrant qui s'occupe de la substance, mais mise en relation. Et là, on rentre bien sûr dans la pensée complexe, où la relation est plus importante que les éléments qui composent le système. Donc ça, on sait par exemple que c'est l'effet papillon, hein, qu'on connaît bien, qui n'est plus qu'une métaphore, hein, c'est une réalité biologique, c'est une réalité pardon, physique et biologique, puisqu'un micro-mouvement dans un système complexe peut provoquer des perturbations dont on n'a aucune idée, qui sont déterministes mais imprévisibles. Donc, pour faire la différence entre la première voie de connaissance, qui est l'étude du compliqué, on a la deuxième voie de connaissance, qui est l'étude du complexe. Et la différence entre le compliqué et le complexe, elle est assez simple. Un Boeing 747, c'est compliqué, et un plat de nouilles, c'est complexe. Alors, pourquoi un Boeing 747, c'est compliqué? Parce qu'avec un bon manuel, beaucoup de patience et pas mal on va dire, de persévérance, on va pouvoir le reconstruire. Par contre, un plat de nouilles, une fois qu'il est défait, on ne peut pas le reconstruire parce qu'il est intrinsèquement lié aux relations qui lient les pâtes entre elles. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est qu'on est dans un système où les relations, les interactions privilégient l'organisation sociale.
Je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, je décris les quatre quadrants. Alors ici, la connaissance est une connaissance du sens, autrement dit, de la direction du mouvement, est une connaissance du mouvement. Le troisième quadrant, si on s'intéresse à la mise en relation des informations, on a des champs sémantiques qui vont se mettre en place. Donc ici, on va rentrer dans ce qu'on appelle la sémiologie, dans le champ évidemment universitaire, mais surtout dans le monde symbolique. Le monde symbolique, il nous dit quoi? Il nous dit que derrière ce que l'on voit, c'est-à-dire une fleur, un champignon, une personne, un visage, une note de musique, puisqu'on a aussi des formes évidemment sonores, un parfum, la chose dit plus que ce qu'elle paraît être. Il y a quelque chose qui transparaît derrière ce qui paraît. Et le symboliste va observer ce qui transparaît derrière ce qui paraît. Une image évidemment simple à comprendre, c'est un rêve. Un rêve, il y a beaucoup plus de choses qui transparaissent dans le rêve que les formes elles-mêmes qui sont données dans le rêve. Donc le rêve est quelque chose qui est profondément symbolique puisque les formes sont quasiment non substantielles et il n'y a pratiquement que de l'information. Alors évidemment là, on est toujours dans du complexe, mais du complexe lié à du sens, puisque pour interpréter un rêve, il faut bien sûr non pas prendre un dictionnaire, mais connaître l'histoire de la personne, son environnement, son état actuel, parler avec elle, etc. Et puis la quatrième voie, là c'est la connaissance du sens, hein, c'est la connaissance de la signification. Donc connaissance de la signification. Et puis la quatrième approche, elle est liée en fait à l'étymologie du terme connaissance, cette fois-ci, puisque connaissance veut dire connaître, naître avec. Je pense souvent à Avicenne en développant ça, Avicenne qui disait que toute connaissance est le fruit d'un contact direct avec l'ange. Ici, la connaissance est le fruit d'un contact direct avec l'archétype. Autrement dit, c'est une force signifiante qui va nous transformer. Et dans certains cas, bien sûr, des mots, des situations, des livres, des mythes, des histoires, des contes, etc., des insights peuvent nous transformer notre identité. Donc, on est dans le champ ici de en quoi l'information va transformer l'identité, le jeu, notre personne. Donc, on a ces quatre voies de connaissance qui font partie de notre réalité. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est que il y en a deux. La première, c'est que dans notre monde occidental, on est dans un monde scientifique et on considère que les autres approches, bon, à part de plus en plus quand même la pensée complexe, mais la pensée symbolique et la pensée, on va dire, chamanique, opérative, la connaissance directe, n'ont pas de légitimité, c'est-à-dire elles sont réduites à des activités neuronales. Alors pourquoi? Simplement parce que chacune de ces quatre approches a sa propre méthodologie qui est un scandale les unes pour les autres. On voit bien que la science, elle pense que c'est la causalité, on reviendra tout à l'heure sur le problème de la causalité, mais que c'est la causalité qui organise notre réalité. Autrement dit, je pose une action, ça induit une transformation qui elle-même induit une transformation et on a des résultats. Donc la logique du premier quadrant, c'est la logique des dominos en réalité. Lorsqu'on fait tomber un domino, tous les dominos vont tomber. La logique du deuxième quadrant, c'est-à-dire le quadrant de la complexité, c'est une logique circulaire, c'est-à-dire quand un événement va produire d'autres événements qui eux-mêmes vont rentrer dans la boucle et transformer l'événement originel. Le meilleur exemple, c'est la biologie. Dans le monde biologique, les plantes vont croître, se multiplier, produire du terreau et puis permettre à d'autres plantes de se reproduire, etc. Donc, on a tout un système évolutif qui va se mettre en place. Donc, cette logique de la complexité est en fait la logique du vivant, alors que la logique scientifique est une logique de l'objet, donc une logique de la mort en réalité. Donc, on voit bien déjà le problème de notre culture, c'est-à-dire lorsqu'on n'est que dans la science, on est dans une connaissance de l'objet, mais on veut l'appliquer à d'autres domaines comme la biologie, comme le psychisme ou comme l'initiation. Et à ce moment-là, on va détruire l'essence de ces autres voies de connaissance. Alors, la logique de la voie symbolique, c'est quoi? On va dire c'est une logique du miroir. Dans cette pensée-là, tout ce qui m'arrive est le reflet de mes plus intimes pensées.
Et Jung avait très bien compris ça. Il disait, au fond, tout événement extérieur qui m'arrive est le signe qu'il y a des éléments psychiques en moi que je n'ai pas intégrés, que je n'ai pas métabolisés. Donc, la vie, l'univers me le montre en miroir afin que je puisse grandir en conscience en faisant les transformations nécessaires, voir mon ombre, voir mes potentiels, etc. Donc, de ce point de vue, l'univers est bon, mais il nous donne exactement, euh, il nous montre exactement en miroir ce que nous sommes dans nos profondeurs. Donc, à ce moment-là, si on lit symboliquement tout ce qui nous arrive, mais quand je dis tout ce qui nous arrive, c'est aussi la nature entière, c'est la forme d'une ville, c'est les conditions initiales d'une rencontre, par exemple. Tous ces éléments vont donner des informations sur le monde dans lequel on vit en termes de sens, en termes de signification. Et vont donc nous permettre aussi de raisonner avec un E et non pas avec un AI comme dans le quadrant scientifique, de raisonner, c'est-à-dire de sentir si on est en harmonie avec ce monde-là ou pas, et évidemment aussi d'entrer en expression de son mythe fondateur, c'est-à-dire de l'étincelle de sens que l'on porte en soi pour l'apporter au monde. Et puis la quatrième approche qui est plus que j'ai appelée chamanique coopérative, sa logique, c'est la logique de l'entonnoir pour continuer dans le champ des images. Donc, premier quadrant des dominos, deuxième logique circulaire, troisième logique du miroir et quatrième logique de l'entonnoir. Alors, que fait un entonnoir? Au fond, il reçoit l'eau, il reçoit le liquide et il va le canaliser dans une direction précise. Donc ici, l'être humain, dans cette approche, c'était le sens du théâtre grec aux origines en réalité, puisque les acteurs prenaient les masques des dieux et en étant dans cette attitude intérieure, ils devenaient la parole des dieux. Autrement dit, ils exprimaient une connaissance qui venait d'un autre plan de conscience et qui les traversait. Donc, ce qui veut dire, au fond, dans tous ces quatre quadrants, l'idée, c'est quoi? C'est de se mettre au centre. C'est pas de dire, voilà, je suis ce que je mange, quadrant scientifique, je suis comme je suis selon l'environnement dans lequel je me trouve, quadrant de la complexité, je suis le sens qui m'habite, quadrant symbolique, où je suis créé à l'image de Dieu, dernier quadrant de l'opérativité. Mais parce qu'à chaque fois qu'on dit je suis ceci ou cela, je suis surtout dans la pensée unique. C'est-à-dire je suis dans une espèce d'impérialisme d'une manière de voir le monde sur les autres manières de voir le monde. Et donc l'impérialisme de la pensée scientifique, c'est de dire, premier quadrant, c'est de dire tout est lié à la logique matérielle, aux lois de la physique, à la causalité. L'impérialisme du deuxième quadrant, ce serait de dire c'est le communautarisme qui est important, c'est la vie ensemble, c'est le communisme qui a dit à son époque, j'avais une amie qui était à l'époque, il y a longtemps, qui était instite et qui disait donnez-moi un enfant, j'en ferai un petit Mozart. C'est-à-dire, on pense ici que l'environnement, autrement dit, ce sont toutes les thèses sociales ou sociétales qui disent que c'est l'environnement qui va conditionner et produire la nature du sujet. Mais l'impérialisme du monde symbolique, ce serait de dire tout est sens. Donc ici, on rentre dans une perte de sens par excès de sens. Et enfin, l'impérialisme du système quatrième quadrant, ce serait de dire, ce serait la théologie qui a tendance à dire, voilà, à construire des systèmes du monde métaphysiques et à l'imposer à la réalité. Donc, c'est une invitation, d'une part, à voir que ces quatre quadrants sont dans des logiques contradictoires et à se positionner au centre. C'est-à-dire, n'importe quel objet d'étude peut être exploré selon ces quatre natures. Alors, si je prends très simplement et très rapidement une fleur, par exemple, une fleur premier quadrant, ben c'est quoi? C'est des hormones végétales, c'est un code génétique, c'est des cellules spécifiques aux végétaux, etc. Et donc, la science va la décrire, va la classer et elle va dire je l'ai comprise. Mais au fond, qu'est-ce qu'on connaît de la fleur une fois qu'on l'a classée, comprise et analysée? En réalité, pas grand-chose.
si ce n'est qu'on peut la mettre dans un herbier. Le quadrant de la complexité, le deuxième, va nous dire la voie de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance du mouvement. Notre plante, elle a du sens parce que, bien sûr, elle a une histoire dans le temps. Alors, elle croît, elle se développe, elle produit une semence, la semence part au vent, etc. Et puis, elle a une histoire dans la géographie, c'est-à-dire elle participe au mouvement et à l'évolution de tout un biotope. Donc ici, la plante, elle va être conçue comme dans ses interactions avec l'environnement, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est une manière déjà plus fine de comprendre son mouvement, c'est-à-dire sa vie en réalité. La complexité, on pourrait le dire, est la science du vivant au sens de l'organique, du monde biologique. Mais au fond, après, qu'est-ce qu'on connaît de la fleur? On ne connaît toujours pas son essence, sa nature intime, son sens, pour le dire comme ça. Il faut faire appel à la lecture symbolique. Alors, on connaît bien sûr le langage des fleurs, mais je voudrais faire référence ici à Goethe. Goethe, qui est le grand philosophe du troisième quadrant. Goethe disait, de même qu'Edgar Morin est le grand philosophe de la complexité, Goethe est le grand philosophe de la pensée symbolique. Il disait, au fond, il cherchait la protoplante, c'est-à-dire la plante archétypale, à partir de laquelle il pourrait construire toutes les plantes existantes, mais des plantes réelles, pas des plantes imaginaires. Alors, il ne l'a pas trouvé, mais un autre auteur qui s'appelle Vladimir Propp a découvert le protoconte, c'est-à-dire le conte, la structure de base, on va dire archétypale du conte, à partir duquel on peut construire n'importe quelle histoire merveilleuse qui fonctionne. Et du reste, les scénaristes d'Hollywood utilisent beaucoup ces travaux qu'il a publiés dans un ouvrage qui s'appelle La morphologie du conte merveilleux. On peut du reste ramener les 33 étapes qu'il décrit à 12 étapes qui correspondent en fait chronologiquement aux 12 signes du zodiaque. Donc là, on va rentrer dans le système symbolique qui organise notre réalité au moins aussi puissamment que la logique causale. On vit, par exemple, aujourd'hui dans le monde, enfin, on commence à le quitter un peu, mais le mythe du Prométhée, par exemple, a beaucoup habité notre culture, qui est le mythe du progrès, qui est né à peu près avec le siècle des Lumières, qui aujourd'hui, évidemment, est en train de nous apporter le déluge climatique, mais le déluge fait partie de l'histoire de Prométhée. Donc, on est ici, on peut analyser ce qui se passe, justement, cette phase de cinquième, sixième grande extinction, comme une logique analytique liée à l'explosion de la science. On peut l'analyser comme étant le fait aussi qu'on vit dans un monde tellement complexe que plus rien est gérable et que tout va se cracher dans une espèce de grand déluge climatique, mais on peut aussi le lire comme étant la conséquence écrite à l'avance, d'une certaine manière, du mythe de Prométhée que les Grecs, bien sûr, connaissaient déjà. Donc c'est intéressant de réexplorer les mythes qui sont évidemment des habitants de ce monde du sens pour comprendre un certain nombre de situations modernes et actuelles. Et puis le quatrième quadrant, ici, on est plutôt proche de, si je reprends les philosophes, le premier, ce serait Sartre, l'existentialisme dans la logique scientifique. Le deuxième, donc Edgar Morin, dans la pensée complexe. Le troisième, dans la pensée symbolique, on peut penser à Goethe, même s'il y en a d'autres. Et le quatrième quadrant, on peut évoquer les travaux au début du XXe siècle de Husserl dans sa phénoménologie transcendantale. C'est-à-dire, sa thèse est de dire il y a à chaque réalité du monde ordinaire correspond une réalité métaphysique, ce qu'il appelait un eidos. Eidos veut dire à la fois territoire et idée en réalité. Donc c'est une approche platonicienne, bien sûr. Mais disons que dans cette lecture, nous sommes tous connectés à un monde invisible, à un monde métaphysique, qui est le reflet exact, en plus riche, mais exact quand même, de notre monde ordinaire, et que le fait de connecter ce monde métaphysique va donner de l'étincelle de lumière, de la création, de la puissance, et va permettre le mouvement de l'histoire. Hegel, qui était aussi dans cette logique, disait l'histoire
est l'acte par lequel l'esprit, avec un E majuscule, se façonne dans l'événement. L'histoire est l'acte par lequel l'esprit se façonne dans l'événement. Autrement dit, l'histoire, dans cette quatrième grille de lecture, est l'invisible rendu visible, en réalité. Donc, ces quatre dimensions de la connaissance alors sont en réalité assez simples, mais elles sont difficiles à concilier les unes avec les autres. Simplement parce que la science ne va pas reconnaître la légitimité de la pensée métaphysique. Elle va être incapable de contrôler la mouvance et la complexité et l'imprévisibilité du monde complexe, non pas parce qu'elle n'en a pas les outils, mais par définition, ce monde complexe est imprévisible. Et elle ne va pas non plus, évidemment, comprendre le monde symbolique. À chaque fois que je parle à des scientifiques du monde symbolique, ça ne rentre pas dans leurs neurones, ça ne rentre pas dans leur grille de lecture. Donc c'est une invitation ce soir à se positionner au centre de ces quatre approches et de voir une fleur ou un sujet d'étude ou une personne ou un tableau ou une étoile ou ce que vous voulez, à la fois sous l'angle de la rationalité qui fonctionne très bien, on le sait, sous l'angle de sa complexité, c'est-à-dire comment tout ça s'intègre dans l'univers entier et dans l'histoire de l'univers et dans toute la géographie terrestre, sous l'angle du symbole, c'est-à-dire que dit cette chose, qu'est-ce qui transparaît derrière sa forme, derrière sa couleur, derrière sa géométrie. Donc là, on est dans la pensée symbolique qui suppose que le sens se révèle et non pas que le sens se construit. Donc la première chose à faire, c'est en fait d'entrer dans le non-savoir, de s'ouvrir à l'inconnu, et c'est la plante elle-même qui va vous dire qui elle est, qui va vous parler. Donc on rentre évidemment dans le champ de la communication avec les autres règnes de la nature. Et puis l'autre chose, la dernière manière c'est qu'est-ce que cette chose fait sur moi, en quoi elle est initiatique, en quoi elle me transforme. Donc, pour résumer à nouveau ces quatre approches, l'idéal de la science, c'est des objets concrets, donc ce sont les robots, et on cherche aujourd'hui, je veux dire, l'ultime réalisation de la démarche scientifique, c'est la robotique. La réalisation suprême du champ de la complexité, c'est le citoyen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait partie d'un système et est utile dans ce système social. La réalisation ultime du troisième quadrant, c'est-à-dire du champ symbolique qui traite de la question du sens, c'est le sage. Le sage, c'est qui? C'est celui qui va pouvoir donner une orientation, donner une direction et éclairer une situation la situation du deuxième quadrant, justement, qui est complexe. Et puis, le quatrième quadrant, ce sera l'initié, c'est-à-dire celui qui s'est laissé transformer par la connaissance qui est née avec ce qui le traverse. Alors, je termine juste, je vois Yvan qui fait des signes, je termine juste là-dessus. Quelle est la différence entre le sage et l'initié? Alors, il y a une histoire soufie qui va dans ce sens. Un jour, il y a un disciple qui va voir un maître soufi qui lui pose cette question, justement. Quelle est la différence entre le sage et l'initié? Et le maître soufi lui dit, bah, écoute, tu vois cet homme là-bas avec une lanterne, bah, c'est un sage parce qu'il éclaire le chemin. Et l'initié, bah, c'est la lanterne. La grille d'analyse que je viens de proposer, c'est plus qu'une grille d'analyse, hein, c'est un système analogique en fait, hein, puisque l'individu peut aussi se positionner dans ces quatre quadrants, c'est-à-dire comme la particule élémentaire, c'est-à-dire l'individu va dire je, il a des racines, il a un corps, il a une histoire, donc il va se poser sur une substance, qu'elle soit d'ailleurs psychique par le transgénérationnel ou biologique par son corps, donc il va dire je suis. Il va avoir besoin de la relation avec les autres, donc il va dire nous, et il va avoir pour
que son existence soit significative, être en contact avec quelque chose qui est plus grand que lui en lui. Donc, il va dire sommes, c'est-à-dire nous sommes, c'est-à-dire l'être qui englobe la manifestation du système. Donc, voilà, donc c'est juste ce point important, hein, que ce n'est pas une grille d'analyse au sens scientifique du terme, c'est plus une manière de comprendre et d'ordonner les multiples facettes du réel par la pensée analogique. Donc je reviens à la question du temps. La question du temps, alors je ne vais pas parler du temps parce qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le temps. Même aujourd'hui, la question du temps, même d'un point de vue scientifique, elle est très, très, très délicate, hein, puisqu'on a évidemment, là, pour le faire simple, le temps ordinaire, on a le temps de la mécanique quantique et on a le temps de la relativité générale. Mais je vais plutôt parler de notre rapport au temps dans l'histoire jusqu'à présent. Donc les peuples premiers, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, considéraient le temps comme étant quelque chose qu'il parlait de l'usure du temps. C'est Mircea Eliade, hein, qui parle de ça, qui parlait de l'usure du temps. Et effectivement, ce modèle vient de la tradition iranienne perse. L'usure du temps, c'est quoi? C'est le fait qu'au cours d'une année, les personnes, les habitants, les individus, ont été en décalage par rapport au mythe fondateur du peuple, de la communauté. Et donc, tout individualisme, tout acte personnel éloigne du contact direct avec l'archétype et les valeurs qui fondent la communauté. Donc, au bout d'une année, il faut bien purifier et nettoyer tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on a. C'est l'origine de notre carnaval, en réalité. À l'époque, c'était la fête du Nowruz, hein, la fête du Nouvel An, où toutes les valeurs étaient inversées. C'est-à-dire, il y avait des licences sexuelles, il y avait l'inversion de l'esclave et du roi, on avait des orgies, on avait toutes les hiérarchies étaient bousculées pour rentrer dans une phase de chaos. C'était aussi le moment où les initiables étaient initiés au monde du mystère, aux mondes invisibles. Donc on voit que la fonction ici de cette fête du Neuros qu'on retrouve dans la tradition chrétienne sous la forme de l'Apocalypse, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, cette fête de la fin des temps, la fin de chaque année, était là pour éliminer tout ce qui avait été construit de personnel et d'individuel au cours de l'année pour purifier l'espace psychique et recontacter le mythe fondateur, recontacter les essences. Donc c'est un temps cyclique en réalité. C'est-à-dire c'est revenir toujours avec persévérance et une infinie volonté vers les origines, vers le mythe des origines. Et puis là-dessus, c'est greffer les peuples de la mémoire. Alors, à partir de la Mésopotamie, hein, ce n'est pas seulement, bien sûr, les monothéismes, hein, c'est dès qu'on met une inscription sur un temple, dès qu'on entre dans l'écriture, on produit de la mémoire. Et les peuples de la mémoire sont rentrés dans l'histoire. Alors, ici, on va rentrer dans le temps historique. Autrement dit, pour ces peuples-là, l'idée, c'est d'accomplir dans le temps, donc dans l'histoire, la volonté de l'archétype, c'est-à-dire la volonté de leur Dieu, pour simplifier. Autrement dit, et tout ça, ça va se terminer par l'Apocalypse, hein, c'est-à-dire la fin des temps qui annoncera 1000 ans de bonheur, etc., etc. Donc, ce temps, les gens, du coup, vont se sentir missionnés pour accomplir la volonté de l'archétype. Alors, on voit bien que cette notion de mission, on la retrouve encore aujourd'hui dans notre monde moderne, hein, puisqu'on a des missions professionnelles, des missions de vie. Bref, on va chercher à évoluer et à accomplir quelque chose qu'on emporte en soi pour le rendre visible. Donc ça, c'est un biais, enfin, en tout cas, c'est un rapport au temps qui nous fait dire qu'il est là pour manifester dans le visible quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Alors que les peuples premiers, lui, au contraire, voulaient compenser l'usure du temps en revenant directement au mythe fondateur.
Là-dessus, par la suite, s'est greffé le temps scientifique. Alors, le temps scientifique à partir de Newton, Descartes, Galilée, etc. On va dire de la Renaissance et ensuite des Lumières. Le temps scientifique dit au contraire, le temps n'a ni direction ni sens. Euh, il est comme un homme ivre qui tituberait sur une immense plaine infinie et sans limite. Et en plus, il peut revenir en arrière, en tout cas en théorie. Si on met des plus t ou moins t dans une équation mathématique, ça ne change pas le résultat. Donc ce temps scientifique, c'est aussi, on est aussi imprégné par ça dans notre monde moderne. Puisque, au fond, si le temps n'a ni direction ni sens, tout est possible pour l'individu. Il n'y a plus aucune contrainte. C'est-à-dire, au fond, c'est l'apologie de celui qui est capable de saisir des opportunités, autrement dit, de l'opportuniste, puisqu'il n'y a aucun archétype qui va organiser, aucune valeur profonde qui va organiser notre monde. Tout devient évidemment relatif. Le sens devient relatif, puisque l'archétype qui porte le sens a été éliminé de notre rapport au temps. Donc ça, c'est le temps scientifique. Et puis, depuis, on va dire, le début du XXe siècle, on est rentré dans, et surtout du reste avec Internet, on est rentré dans le temps du zapping, dans le temps fragmenté, dans le mélange des temps en réalité. Alors, on va rentrer en d'autres termes dans un autre temps qui est en fait probablement une posture de mon point de vue, plus juste par rapport au temps. On va rentrer dans un temps, dans le fait de comprendre que ce n'est pas le passé qui produit le futur. Ça, c'est une espèce de projection dans notre réalité de la causalité scientifique. C'est le présent qui produit le passé. En même temps, c'est un peu évident, puisqu'un acte est présent avant d'être passé. Mais si on comprend profondément le fait que c'est le présent qui produit le passé, on entre dans la conscience de ce qui se passe dans l'ici maintenant, que c'est ça la source de notre pouvoir créateur, et que le passé n'est jamais que l'obstacle à la manifestation pleine et entière des besoins de l'esprit du temps à un moment donné de son histoire, c'est-à-dire maintenant. Donc ici, dans cette quatrième lecture du temps, l'être humain, on est dans la logique un peu du quatrième quadrant ici, l'être humain est capable de se connecter à l'éternel, à l'éternel présent, c'est-à-dire au présent qui est aussi un contact avec l'éternité, qui va lui donner la capacité de transformer à chaque instant ses conditions personnelles et les conditions de la société dans laquelle il vit. Et à ce moment-là, on voit que dans ce processus entre le temps cyclique des peuples premiers, où il fallait absolument détruire tout ce qui n'était pas exemplaire, c'est-à-dire tout ce qui était personnel, le temps messianique a commencé par incorporer dans notre réalité intérieure la notion de temps, c'est-à-dire l'être humain s'est positionné, a commencé à avoir une vision à long terme et des projets, à avoir des objectifs qui étaient la réalisation de l'archétype. Ensuite, le temps scientifique nous a permis de prendre, de nous libérer de l'archétype, c'est-à-dire d'acquérir un degré de liberté supplémentaire. Et aujourd'hui, on peut entrer dans cette dimension où notre liberté, c'est en réalité, notre seule liberté, c'est d'accomplir notre destin, c'est-à-dire de mettre en mouvement, de contacter le mythe fondateur qui nous habite, mais en tant que sujet et non pas, comme dans les peuples premiers, dans une dépendance à l'archétype, c'est-à-dire au mythe fondateur de la culture. Donc l'idée, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, en incorporant la notion de temps, en fait, on acquiert des degrés de liberté de plus en plus grands par rapport au monde du sens. C'est-à-dire,
dans le monde, dans le peuple premier, il y a 0 degré de liberté. Dans le temps religieux messianique, la seule liberté, c'est de se tromper et de mal interpréter les Écritures et la volonté de Dieu ou la volonté de l'archétype. Dans le monde, dans le temps scientifique, la liberté, elle explose, puisqu'on peut, évidemment, on peut tout faire, puisque le temps ne nous donne plus de direction. Et aujourd'hui, il est possible de se reconnecter au temps du présent pour, en toute liberté, en utilisant cette liberté que nous a donnée la science, de répondre aux besoins de l'univers, c'est-à-dire sentir la pressante présence du présent pour que l'humanité accomplisse la volonté du monde des étoiles, pour prendre cette métaphore. Donc ces 4 temps sont encore très présents dans nos vies, sauf qu'ils sont confusionnels. Par exemple, le repos hebdomadaire, pourquoi c'est si compliqué de faire travailler les gens le dimanche? Après tout, il pourrait se reposer un autre jour. Ben non, parce que dans notre structure, on a encore la structure des peuples premiers qui disent, toujours amusant d'ailleurs de voir que ce sont les syndicalistes qui refusent cette mesure, parce que c'est un peu... Bon. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ils défendent quel fait? Ils défendent le fait qu'on se repose le 7e jour, comme l'a fait le Dieu dans l'Ancien Testament, qui est le dimanche. Donc on est dans l'imitation de l'archétype. On est à retour, en fait, de ce qu'a fait l'archétype. Donc ici, on est dans une logique du mythologique des peuples premiers. On a aussi des missions professionnelles, je l'évoquais tout à l'heure. Mission vient de missionnaire et de missionner, il faut le rappeler. Donc, on pense que dans cette logique du temps messianique, il faut évoluer, il faut faire avancer, avoir des retours sur investissement, il faut faire avancer la société, il faut faire du développement personnel, être mieux demain que hier, etc., etc. Donc, mais l'évolution elle-même est un mythe. L'évolution est une représentation, est un rapport que nous avons au temps. Il n'y a pas d'évolution dans l'éternel présent, dans le 4e temps que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vouloir s'améliorer, c'est encore une espèce de connexion que nous avons avec le temps du messianisme, le temps religieux, le temps de la mémoire. Et puis, dans le temps scientifique, évidemment, où tout est possible, on va faire l'apologie des gens qui sont au bon endroit, qui réussissent, qui font des coups, qui ont un retour sur investissement immédiat, qui tirent leur épingle du jeu, etc. Donc, on voit bien que ce temps scientifique organise aussi notre réalité quotidienne. Celui qui l'organise le moins, bien sûr, c'est le temps, le dernier temps que j'évoquais, qui est le plus difficile à comprendre, c'est-à-dire que le présent crée le passé et que ce n'est pas le passé qui crée le présent. Pour essayer de le comprendre, je voudrais utiliser cette image. Les Grecs anciens disaient la chose suivante. Le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Alors nous, on a tendance à dire que, évidemment, le futur est devant nous et que le passé est derrière nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps encore imprégné du temps messianique, c'est-à-dire qui dit qu'il faut évoluer et accomplir quelque chose dans le futur. Lorsqu'on regarde que le futur, il est devant nous parce qu'on se projette sur le futur. Et le passé, il est derrière nous parce qu'en général, on refuse de le regarder. C'est assez facile, c'est le point de vue de la personnalité. Mais le point de vue de l'âme, c'est-à-dire le point de vue de l'éternel présent, c'est de dire le passé est devant toi parce que tu vois ce qui s'est passé dans ta vie, donc il est bien devant toi, ton passé, et ton futur est derrière toi parce que tu te laisses pousser par le souffle de l'esprit qui va accomplir à travers toi une direction que toi-même tu ignores en grande partie. Il suffit d'ouvrir tes ailes, celles des omoplates, et prendre ton envol et te laisser pousser par le soleil, la lumière, l'esprit que tu sens dans ton dos et qui te pousse en avant vers l'accomplissement de ton destin. Et bien sûr, ce destin n'est pas celui que tu vois devant toi, ce destin est celui que tu sens mystérieusement derrière toi et qui t'amène à accomplir ton existence. Donc c'est de ce temps-là dont je parle.
ce temps qui est ce contact avec, je ne sais pas comment le dire autrement, avec l'éternité, et, et pour qui le passé est une lourdeur qui le conditionne ou qui parfois l'empêche même de s'exprimer. Donc on voit que suivant notre rapport au temps, on va créer des mondes, on va créer des civilisations. Si on a un rapport au temps qui est cyclique, ben on va être comme dans le peuple premier, c'est-à-dire être en permanence en quête des origines, en quête de notre identité. Là, on a les nationalismes qui sont derrière, bien sûr. Si notre rapport au temps est de type messianique, on a toute la pensée, on va dire, colonialiste qui est derrière, c'est-à-dire il faut convaincre les gens qu'on détient la civilisation, la vérité, l'argent, le pouvoir, la science, que sais-je encore, et on va faire de la mondialisation aujourd'hui du colonialisme hier. Donc ça, c'est une logique où on pense qu'il faut faire des choses pour que le monde évolue. Si on est dans le temps de l'éternel scientifique, eh ben, on va juste se positionner au bon endroit pour faire des coups, tirer son épingle du jeu et faire carrière. Alors, ce mot est intéressant, faire carrière dans la langue des oiseaux, parce que faire carrière, une carrière, c'est un trou. Donc, un trou, c'est quoi? C'est une tombe. Donc, on fait aussi son trou au soleil, ou sa place au soleil. Donc, on voit bien que dans cette logique scientifique qui est coupée, en réalité, de la notion d'âme, de la notion d'essence, tout devient possible, mais il y a quelque chose au mieux d'opportuniste, au pire de mortifère. Et puis, on peut aussi entrer dans ce temps du présent, être dans contacter son daimon, au sens socratique, c'est-à-dire son génie tutélaire, qui va nous donner à ce moment-là, qui va nous permettre de révéler l'inconnu à travers nous, mais pas en termes d'évolution, ni en termes d'opportunités personnelles, ni même en termes de retour à un archétype, mais en termes de fulgurance qui permet de répondre de manière précise à un besoin du temps, de l'environnement, de la personne qui est en face de nous ou de n'importe quel sujet sur lequel on travaille. Donc, vous voyez que ce rapport au temps, d'abord, il est important de clarifier parce que souvent, il y a une forme de confusion dans notre histoire aujourd'hui. Et suivant celui que l'on privilégie, on va construire sa vie différemment. Et on sera soit nationaliste, soit progressiste, soit opportuniste, soit dans une expression de sa pure créativité. Et donc, voilà. Et donc, pour comprendre le monde, cette grille de lecture du temps me paraît aussi précieuse que la grille des 4 quadrants, sauf les 4 quadrants sont une géographie et le temps est bien sûr un processus de rapport à l'être, de rapport à l'essence. Donc, au fond, on pourrait dire que ce temps du présent, c'est dans cette logique que la souffrance, c'est tout ce qui nous sépare de notre essence, c'est-à-dire c'est les encombrements qui créent des espèces d'obstacles, de résistance à la descente de la lumière dans la forme. Toute la souffrance ici peut être lue comme étant une pression de la lumière, une pression de notre essence qui nous amène à traverser nos zones de résistance pour exprimer de plus en plus clairement le génie spécifique à nul autre pareil que l'on porte en soi, puisqu'évidemment, chacun d'entre nous est unique, chacun d'entre nous est une lettre du nom de Dieu, pour dire cette métaphore, et que le nom de Dieu, c'est les 7 milliards de lettres qui seront allumées et qui permettra un jour de transformer notre vision du monde et notre civilisation.